Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe. Nous sommes aujourd'hui le ministre congolais de la RDC, de la communication et des médias porte-parole du gouvernement. Monsieur Patrick Mouya, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de votre pays et surtout d'une médiation angolaise entre Kinshasa et M23. Où en êtes-vous avec cette négociation? Écoutez, nous ne sommes pas encore à un quelconque stade des négociations avec les M23. Nous sommes plutôt engagés dans différents processus. Et hier, dans ce cadre, le président angolais, qui est le médiateur et qui est en même temps président de l'Union africaine, a informé le président de la République d'une initiative qui doit encore prendre forme et qui doit permettre, d'après la communication faite par la présidence angolaise, des discussions entre les délégués du gouvernement et ceux du M23. Donc nous attendons, je ne saurais pas à ce stade vous dire davantage de cette initiative portée par le président angolais. Et à votre niveau, quelle est votre position par rapport à cette négociation? Écoutez, nous, on a des positions qui sont connues parce que nous avons depuis bien longtemps, nous sommes bien longtemps depuis engagés dans des processus, des discussions de pourparlers, d'abord avec le Rwanda, dans le cadre du processus de Luanda, puis avec les différents groupes armés dans les processus de Nairobi. Et on a eu malheureusement, entre-temps, l'armée rwandaise qui a envahi Goma et Bukavu. Il y a eu des réunions qui se sont tenues entre les chefs d'État d'abord, les communautés de l'EAC et de la SADC le 8 février dernier à Dar es Salaam. Et à la suite de ces réunions, il y a eu une réunion des chefs d'état-major général qui vise entre autres à déverrouiller Goma et à permettre aux humanitaires notamment d'avoir accès à la ville de Goma. Il y aura une réunion ministérielle qui est prévue lundi, je pense, à Harare, qui permettra d'adopter le plan qui a été soumis par les généraux pour avancer pour le reste. Il y a des médiateurs qui devaient venir en appui du médiateur principal du processus de Nairobi cette fois, le président Uhuru Kenyatta. Et donc pour ça, nous attendons aussi de voir quand ils seront confirmés et comment cela va se faire pour que les discussions à cet autre niveau se tiennent. Et sur le terrain, quelle est la situation des populations? Dramatique, parce que tous les jours, on assiste il y a au moins un mort tous les jours à Goma ou à Bukavu. Il y a des violations massives des droits de l'homme, les journalistes ou les lanceurs d'alerte ou les membres des ONG, des défenses des droits de l'homme ne peuvent même plus opérer librement. Il y a des rapports d'ailleurs de Human Rights Watch notamment qui attestent ce que je vous dis. Ça veut dire que pour nous, c'est l'enfer qui est vécu par nos populations depuis l'invasion de Goma, qui a causé plus de 8500 morts et qui a causé des dégâts et un traumatisme dans une ville où on ne sait même plus de manière paisible envoyer les enfants à l'école parce qu'il y a des kidnappings. Et donc, c'est cette situation qui est préoccupante, qui nous préoccupe au plus haut point, sur lesquels nous travaillons notamment avec la mission des Nations Unies en RDC pour nous assurer que nous pouvons envoyer des appuis humanitaires en attendant d'obtenir la réouverture de l'aéroport de Goma. Combien de populations sont touchées par cette tragédie dans votre pays? Bon, écoutez, c'est des millions. S'il faut parler ici, il faut parler de toute la population de la ville du Goma, de Bukavu et des autres parties du territoire qui sont occupées. Nous sommes dans l'ordre de ceux qui sont touchés directement, de 3 à 4 millions de personnes au minimum. Aujourd'hui, l'armée congolaise sur le terrain, comment elle se comporte vis-à-vis des M23? Il paraît que sur le terrain, ce n'est pas encore ça. Bon, écoutez, sur le terrain militaire, il y a eu des demandes, notamment la dernière résolution des Nations Unies qui parlait de cesser le feu, mais cela n'est pas du tout respecté. Et l'armée congolaise, en tout cas dans les autres positions qui sont attaquées, répondent et contiennent les progressions de l'ennemi dans certaines lignes de front. Oui, dans les informations qu'on a reçues, il dit que la situation est un peu compliquée parce que les rebelles se sont intensifiés dans l'est du pays. Les groupes rebelles ont pris le contrôle des villes de Goma et de Bukavu, y compris l'aéroport de Kayounou. Mais c'est ce dont nous parlions tout à l'heure. Et ici, je souhaiterais plus que vous puissiez parler des groupes rebelles parce que c'est évident
et c'est pas nous qui les disons, c'est les rapports du Conseil, du groupe d'experts du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui dit que c'est les Rwandais qui opèrent. Donc c'est l'armée rwandaise qui opère, et c'est elle qui opère et qui vient et qui a comme appui les mouvements supplétifs terroristes M23. Le Rwanda a toujours dit qu'il a nié d'être impliqué dans le conflit. Le Rwanda, c'est l'empire du mensonge. Le président Kagame n'a jamais reconnu ce que tous les autres pays du monde disent. Comment pensez-vous alors que le gouvernement américain a décidé de sanctionner pratiquement celui qui fait office de numéro 2 du régime rwandais? Comment pensez-vous que l'Union européenne s'apprête à prendre des sanctions volumineuses contre le Rwanda? Comment pensez-vous que les Britanniques ou les Allemands ont coupé de l'aide ou de l'appui au Rwanda si les militaires rwandais n'étaient pas en RDC? Ça, c'est ce que nous, on appelle le poison rwandais, le mensonge permanent, la production industrielle de fake news. C'est ça qui définit les régimes rwandais. Pour les Sénégalais qui sont ici, qui suivent un peu le conflit, est-ce que vous expliquez quelle est l'origine réelle de ce conflit? Est-ce que c'est autour de la richesse du Congo? Est-ce que ce conflit se mène? L'origine de ce conflit, c'est évidemment le processus de pillage systématique de ressources dans l'Est de la RDC. Le rapport des Nations Unies parle de la production de coltan qui est faite par les occupants. C'est pas seulement le rapport des Nations Unies, mais même le rapport du gouvernement rwandais lui-même atteste que, par exemple, le niveau de production d'or qui ne cesse d'augmenter, qui est la principale ressource minière pour laquelle le Rwanda tire de profit, c'est de l'or qui vient de la RDC, parce qu'au Rwanda, ils n'ont pas de minerais d'or. C'est à peu près la moitié de leur budget, donc entre 1,5 et 2 milliards de dollars qui vient de ces processus de pillage. Les problèmes commencent après les génocides rwandais en 94. C'est en ce moment-là que les réfugiés rwandais affluent en RDC à la demande de la communauté internationale. C'est en ce moment-là que nous avons introduit l'ennemi chez nous, parce que ceux qui sont considérés aujourd'hui par le Rwanda comme des forces génocidaires qu'il faut à tout prix terminer, ce sont ceux qui sont arrivés dans les lots dans les lots des réfugiés. Regardez, nous sommes en 94, mais 31 ans plus tard, le Rwanda maintient le même prétexte pour des gens qui aujourd'hui, s'ils avaient 20 ans à l'époque, ils ont 51 ans, ce n'est plus la même énergie en termes de combativité. Mais tout ça, nous savons que le Rwanda utilise ces prétextes mensongers de manière permanente pour justifier sa main sur nos minerais et pour justifier le combat malsain qui continue de mener pour être sûr qu'ils continuent de s'enrichir et de construire leur pays sur des dos de Congolais. Est-ce que vous pensez que la communauté internationale a assez fait dans ce conflit pour venir au secours de la RDC? Écoutez, la communauté internationale, elle fait sa part dans un contexte mondial qui est celui-là. Mais nous avons, nous, pendant longtemps, dit qu'il faudrait pas avoir de double standard entre ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe en RDC, parce qu'il y a deux points de comparaison. La communauté internationale, qui s'est limitée jusqu'il y a quelque peu à condamner, a commencé à prendre des sanctions, mais pour nous, les sanctions qui sont prises jusqu'à ces stades ne sont pas des sanctions assez volumineuses et robustes qui permettent au Rwanda de sortir ses militaires de notre sol. C'est pour ça que nous continuons la bataille au plan diplomatique pour que le monde entier puisse tirer des conséquences de l'attitude du Rwanda, ce qui pourra nous permettre de faire avancer la situation sur le terrain. Mais pour beaucoup d'observateurs aussi en interne, on ne voit pas une union sacrée autour de la RDC pour défendre le pays. Il y a l'opposition qui est chez vous. Vous ne parlez pas le même langage par rapport au président. Bon, écoutez, c'est bien dommage justement que dans un contexte où l'intégrité du territorial est menacée, qu'il y ait des compatriotes qui pensent que c'est en ce moment-là qu'il faut prendre ou qu'il faut avoir des lignes qui s'opposent ici, c'est le sort de la RDC comme pays qui est engagé. Ceux qui sont morts à Goma, ce sont nos frères, nos cousins, y compris de ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, qui voudront devenir président demain, qui auront les besoins de suffrage des uns des autres, au moins des familles de ceux qui sont tués. Et c'est dommage qu'il y ait des Congolais qui soient des traîtres, il faut dire les choses telles qu'elles sont, qui sont utilisés par le Rwanda dans l'objectif de tuer des Congolais pour piller des ressources congolaises. Et donc, vous voyez que c'est aussi une vraie difficulté en termes de patriotisme des uns des autres. Mais quoi qu'il en soit, le président de la République s'est montré ouvert
en lançant notamment une idée de faire un gouvernement d'union nationale pour être en mesure de mobiliser toutes les énergies qui sont disponibles pour nous permettre d'avoir la cohésion nationale, l'unité du pays comme la réponse à donner contre ceux qui pensent qu'ils peuvent nous diviser ou balkaniser les pays, parce que c'est ça le vrai plan du Rwanda. On a vu là, récemment l'ancien président Kabila parler de la situation chez vous. Est-ce qu'il est possible de réconcilier la classe politique congolaise pour défendre votre pays? Vous dites, il est possible de... Est-ce qu'il est possible de réunir la classe politique congolaise pour défendre votre pays, l'intérêt du Congo? Bon, écoutez, évidemment, il y a une initiative qui a été prise au niveau du président de la République et qui s'est faite autour de son conseil spécial, où on a parlé du gouvernement d'unité nationale, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de la part du président de mener dans un même bateau tous les Congolais qui estiment que nous devons défendre les territoires nationaux. Mais c'est dommage que nous ayons certains d'entre nous qui estiment que c'est les moments pour donner une légitimation à l'agression rwandaise parce qu'il y a un besoin de positionnement. Et donc tout ça, c'est bien dommage, mais c'est aussi cela la réalité de la politique en RDC. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce que nous faisons au sens de la population à travers la campagne Congolais Téléma, autrement dit des bouts congolais, pour nous assurer que les Congolais, partout où ils se trouvent, que ce soit à l'intérieur du pays ou dans la diaspora, comprennent les enjeux du conflit et soient en mesure, à travers leur micro, s'ils sont musiciens ou journalistes, que soient en mesure, à travers leurs plumes, à travers leurs différentes initiatives, d'apporter leur contribution dans cette guerre que nous faisons contre le Rwanda, parce qu'au bout de 31 ans, c'est trop, ça suffit, il faut que cette fois-ci, ça s'arrête une fois pour toutes. Récemment, on a entendu que les Américains, notamment le président Donald Trump, seraient prêts à signer un accord avec votre pays par rapport aux terres rares. Est-ce que ça aussi, c'est une opportunité pour défendre le Congo? Écoutez, pour nous, la priorité, c'est d'avoir de partenaires dans les secteurs miniers diversifiés. Nous avons déjà plusieurs nationalités. Nous ne voyons pas d'un mauvais œil si le gouvernement américain, qui est intéressé par les minéraux critiques que nous avons chez nous, puisse discuter avec les gouvernements congolais. Nous, nous sommes ouverts et c'est dans les cadres de cette ouverture, en termes d'échange, ce que nous pourrons amener à la table et ce que les Américains pourront à la table. Pourquoi pas? Parce que pour nous, la priorité numéro 1 reste la sécurité, le retour de la paix dans l'Est qui est terrorisé depuis bien plus de 30 ans pour être sûr que cette fois-ci, on a trouvé des solutions durables. Et de ces points de vue, ici, nous avons dans la zone des investissements américains, nous sommes sûrs qu'à partir de ce moment-là, nous pouvons assurer une certaine sécurité de cette partie du pays, mais pas seulement, mais avoir une coopération militaire avec les gouvernements américains, c'est tout aussi bien pour notre armée que nous sommes censés renforcer et assurer la montée en puissance. Est-ce que l'éventuel accord avec les Américains pourrait changer la donne sur le terrain? Ben, évidemment, on verra ce que ça va donner, mais évidemment, vous connaissez la puissance du gouvernement américain. Je dois rappeler qu'en 2013, c'est un coup de fil du président Obama au président Kagame qui l'avait dissuadé de continuer ses aventures en RDC. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'implication des Américains, justement par rapport à ce conflit, Trump, en parlant aujourd'hui au président Kagame, pourrait le dissuader davantage d'attaquer le Rwanda, le Congo? Écoutez, je crois que ce que le Congo réclame aujourd'hui, c'est ce qui est de bon droit. Il y a besoin de respecter les lois internationales qui sont totalement bafouées par le Rwanda. Et si le président américain peut le rappeler, je ne pense pas que ce serait mauvais, parce qu'il faut ici mettre fin au drame. Hein. Vous savez, le président rwandais est coutumier de massacres, il est coutumier de tueries. Hein. Regardez déjà dans quel état les Rwandais vivent au Rwanda. Mais c'est un État qu'il a, lui, exposé dans un contexte où ils répandent des discours avec des sénateurs rwandais qui disent, entre autres, de propos qui frisent l'insulte pour des femmes congolaises qui sont violées et prises pour cible par l'M23, ou des sénateurs qui puissent ironiser sur le sort des femmes qui sont victimes de viol. Ça donne une illustration de la nature du gouvernement au Rwanda. Et ici au Sénégal, il y a une forte diaspora de la République démocratique congolaise, ici au Sénégal, qui est inquiète par rapport à la situation qui se donne chez vous. Quel message vous lancez-vous à cette diaspora congolaise ici au Sénégal? Le premier message, c'est de les remercier, parce que partout où elles se trouvent dans le monde, bien et pleinement mobilisées. Le deuxième message, c'est qu'ils doivent continuer à faire confiance
au public et au gouvernement, parce que cette guerre, nous voulons la finir une fois pour toutes. Le troisième message, c'est de s'assurer que où ils sont, ils contribuent, ils contribuent aux efforts qui sont en cours pour le retour de la paix, parce qu'ils peuvent faire de tweets à faire leur téléphone, parce qu'ils peuvent nous aider à combattre le poison rwandais qui est constitué de tous ces mensonges et de ces fake news que les Rwandais pour première industrielle, et parce qu'ils doivent être vigilants avec nous en solidarité avec les populations de Goma et de Bukavu pour que nous puissions être sûrs que nous avons notre unité, quelle que soit la place où les Congolais se trouvent, c'est notre unité qui va donner la réponse la plus efficace à cette guerre que nous connaissons. Par ailleurs, beaucoup nous ont dit avant de faire cette interview qu'ils ont des parents dans les zones en conflit qui sont très inquiets pour leurs parents qui sont dans ces zones de conflit. Est-ce que vous leur donnez une assurance que la sécurité de leurs parents dans ces zones-là sera assurée? Écoutez, ce serait difficile de dire que nous allons assurer leur sécurité dans un contexte où la ville est essentiellement contrôlée par les forces. Ceci dit, nous continuons à utiliser les mécanismes que nous avons à différents niveaux pour nous assurer qu'il y ait moins de violences à Goma, qu'il y ait moins d'attaques sur les médias, qu'il y ait moins d'attaques sur les femmes. Mais vous connaissez la nature du mouvement terroriste soutenu par le gouvernement rwandais, qui n'est pas toujours de nature à laisser faire les choses telles qu'elles se font, parce qu'ils viennent l'esprit de s'aimer terreur et de s'aimer la division et de s'aimer l'horreur et la population. Mais nous, comme gouvernement, quotidiennement, nous travaillons à soulager les besoins de ces populations, d'abord au plan humanitaire, mais que par la suite, nous trouvons des mécanismes, notamment avec nos partenaires, pour voir dans quelle mesure, rapidement, on peut s'assurer, par exemple, que pour des besoins basiques, ils ont les appuis qu'il faut, en attendant de voir par les mécanismes mis en place par les comités régionaux de SADC et EAC, qui nous permettront de déverrouiller la ville de Goma avec l'ouverture de l'air et l'ouverture de voies d'accès à la ville qui sont pour le moment bloquées. Récemment, le procureur de la Cour pénale internationale était chez vous. Il a fait une forte déclaration par rapport justement aux exécutions contre les civils. Est-ce que vous pensez que ces déclarations peuvent dissuader un peu ceux qui sont sur le terrain pour éviter davantage de persécuter les populations? Bien sûr, nous étions à Munich avec le président quand le procureur général de la Cour est venu le voir pour discuter du sujet dans l'Est de la RDC. Nous pensons que c'est important qu'il y ait une composante judiciaire qui sera dissuasive parce que sur la crise dans l'Est de la RDC, on en parle depuis 31 ans, il n'y a jamais véritablement eu de procès au niveau, même pas, surtout pas de la Cour pénale internationale, où on a établi les responsabilités des uns des autres. Ici, nous sommes dans une condition où nous avons des crimes de guerre, parce qu'on s'est attaqué aux casques bleus, des crimes parce qu'on s'est attaqué aux déplacés, parce qu'on s'est attaqué à des hôpitaux, parce qu'on s'est attaqué à des personnes innocentes. Les cas sont suffisamment nombreux et flagrants pour que la Cour pénale internationale puisse commencer à enquêter. Dans les mêmes ordres d'idées, nous avons obtenu une mission d'établissement de faits du Haut Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme, pour qu'à ce niveau-là aussi, nous puissions nous assurer que nous avons mis tous les mécanismes, tous les dispositifs en place pour mettre fin aux aventures rwandaises en République démocratique du Congo, mais surtout, de s'assurer que la justice est faite pour tous ceux qui ont, de manière récurrente, s'aimer la terreur dans cette partie du pays et pour que les compatriotes qui sont touchés voient que la préoccupation du gouvernement sur ce qui concerne leur sécurité est pleinement assumée. Récemment, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a sorti un communiqué en disant qu'il a eu un contact avec votre président, le président Tshisekedi et le président Paul Kagame, et qu'il voudrait voir la situation, comment le Sénégal pourrait accompagner, aider à ce que la paix revienne. Quel est votre espoir par rapport à cette sortie? Ben, écoutez, c'est une proposition. Nous sommes ouverts à toutes les propositions qui vont dans le sens de la paix. Le président de la République lui-même est un homme de paix, et nous tous d'ailleurs. Et donc, s'il y a des initiatives qui vont dans ce genre-là, pour autant que ça corresponde à l'agenda déjà tracé d'un conflit pris en charge, ils sont les bienvenus. Et c'est bien d'avoir l'engagement du président Bassirou sur le sujet. Mais je pense que ici, la personne sur qui il faut véritablement agir, c'est le président rwandais, parce que c'est lui, dans sa quête permanente du sang, qu'il continue de faire ses aventures dans l'Est de la RDC, devant des populations qui sont innocentes et désarmées. On avait commencé par la médiation angolaise.
Aujourd'hui, vous avez, vous, en tant que ministre porte-parole du gouvernement, espoir que cette médiation, le processus qui sera enclenché pourrait aboutir à ce que la paix revienne dans votre pays? Écoutez, nous avons, nous, foi aux différents processus, même si ça prend du temps, parce que le président rwandais n'est pas disposé à faire la paix, mais nous savons aussi que la paix, on devra finir par y arriver, soit par la guerre, mais surtout plus facilement par la diplomatie. Et donc, de ces points de vue, il y a des initiatives qui sont en cours, qui vont dans le sens de mettre ensemble les deux pays. Il faut attendre que ces initiatives aboutissent pour voir ce que ça pourra donner. Voilà, Monsieur Patrick Mouya, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le ministre congolais de la RDC, de la communication et des médias, et porte-parole du gouvernement congolais. Que nous parlons de vous depuis Dakar, de la situation dans votre pays. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonne soirée.